Ce matin-là, j'avais repassé ma robe en lin bleu ciel, celle que j'avais cousue moi-même pour ce grand jour. J'avais même préparé un petit bouquet de pivoine, les fleurs préférées d'Élise depuis qu'elle était petite. Je l'imaginais m'apercevant de loin, son diplôme à la main, ses yeux brillants. Je m'étais assise au bord du lit pour souffler un instant, et c'est là que j'ai reçu son message. « Maman, s'il te plaît, ne viens pas. C'est important pour l'image d'Antoine et de sa famille. Ce sera trop chic pour toi. » Je suis restée immobile quelques secondes, le téléphone entre les doigts. Mon cœur battait, mais autrement, comme s'il se défaisait à l'intérieur. Ce qu'Élise ne savait pas, c'est qu'à l'aube, j'avais signé la vente de la maison familiale, celle que je lui réservais depuis 20 ans. Et ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que moi aussi, j'avais changé. Je m'appelle Solange, j'ai 62 ans, j'habite à Beaune, en Bourgogne. Je suis veuve depuis l'an 2000. Mon mari, Vincent, est parti d'un cancer du poumon en 10 mois, me laissant seule avec Élise, qui avait alors 8 ans. Depuis, c'est ma machine à coudre qui m'a tenue debout. Pendant 20 ans, j'ai cousu des ourlets, des rideaux, des chemisiers, des robes de communiante et des pantalons de costume. Je me levais à 6 heures, je cousais jusqu'à midi, je mangeais debout, ou pas du tout. Je me rasseyais à la machine jusqu'à la nuit tombée, pendant que ma fille faisait ses devoirs sur la table en formica à côté de moi. Mon corps s'est usé plus vite que mon cœur. J'ai gardé des douleurs chroniques aux poignets, des migraines régulières, des varices aux jambes, mais je n'ai jamais raté un seul virement de frais de scolarité. Quand Élise a eu 12 ans, je lui ai cousu sa première blouse blanche. Quand elle a été acceptée à la fac de médecine de Dijon, j'ai pleuré dans mon oreiller, de fierté et de peur. Peur qu'elle parte, peur qu'elle change, mais je ne l'ai jamais dit. Je l'ai simplement regardée partir, la valise à la main, dans un tailleur gris perle que j'avais cousu moi-même. Elle n'a jamais su que c'était avec l'argent prévu pour l'IRM de mes hanches que je lui avais offert ce départ. Chaque mois, je notais les dépenses dans un vieux carnet en cuir, celui que Vincent m'avait offert pour mes 40 ans. À côté du montant du loyer, des courses, des boutons achetés chez Mercerie Florence, il y avait toujours une ligne, virement Élise, études. Ma vie entière s'est écrite entre ces pages, une ligne pour chaque sacrifice. Et ce matin, alors que je croyais la boucle bouclée, alors que je m'apprêtais à prendre le train pour Dijon et l'embrasser à la sortie de l'amphithéâtre, j'ai lu ce message. « Trop chic pour toi. » Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré tout de suite. Je me suis levée calmement et replié ma robe en lin et rangé le bouquet de pivoine dans un vase. Puis, j'ai ouvert le tiroir de la commode. Dedans, soigneusement protégé par une chemise cartonnée, l'acte de propriété de la maison, celle que m'avait laissée ma tante, une femme forte et fière qui m'avait appris que le vrai luxe, c'est d'avoir un toit qu'on ne doit à personne. Je l'ai regardée longuement et j'ai su que je ne la donnerais pas à Élise, pas comme ça. Il m'a fallu 3 jours pour rassembler mes forces, mais au fond, ma décision était déjà prise. Je ne pleurerai plus. Je ne supplierai pas pour une chaise au fond d'un amphithéâtre. Je ne me forcerai plus à être petite pour ne pas déranger. J'ai pris rendez-vous à l'étude notariale du centre-ville. Ce même bureau où, 22 ans plus tôt, j'avais signé les papiers de succession de ma tante. Le notaire, Maître Lemoine, m'a regardé avec un mélange d'étonnement et de respect silencieux quand je lui ai tendu l'acte de propriété. « Vous êtes certaine, Madame Delmas ? C'est une maison de caractère, très bien placée. »« Je suis certaine, maître. Vendez-la au meilleur prix, mais proposez-la à un acheteur local, quelqu'un qui saura en faire bon usage. » 2 semaines plus tard, la vente fut conclue. L'acheteur,
un certain Jean-Baptiste Roussel, entrepreneur dijonnais à la tête d'un petit empire de magasins de fournitures hospitalières. Je connaissais le nom. Il était réputé dans la région pour avoir refusé de céder son entreprise aux Duval, la belle famille d'Antoine, le fiancé d'Élise. Une ironie du sort, ou peut-être un signe. Le jour de la signature, je me suis présentée au rendez-vous, vêtue de ma vieille cape beige, cousue il y a des années. Jean-Baptiste m'a regardé longuement, puis a dit « Vous êtes la propriétaire de cette maison de pierre avec le jardin clos ?» Je l'étais. Maintenant, elle est à vous. Vous savez, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce n'est pas la dernière fois qu'on se verra. Je n'ai rien répondu, mais il avait raison. Avec l'argent de la vente, je n'ai pas acheté un appartement, ni même une voiture. J'ai loué un petit local dans une ancienne zone artisanale de Beaune. J'y ai installé 3 vieilles machines à coudre industrielles, rachetées à une couturière qui partait à la retraite. Et j'ai placé une pancarte à l'entrée. Atelier Solange, blouse, tunique, uniformes médicaux sur mesure. Ma première cliente est arrivée par hasard. Une infirmière libérale, fatiguée de porter les mêmes uniformes informes que ses collègues. Vous les faites vous-même ? Chaque couture, madame, et chaque pièce a une histoire. Elle a commandé 4 blouses. Puis en a parlé à sa collègue, puis à une sage-femme, puis à une dentiste. En un mois, je croulais sous les demandes. Mais je ne voulais pas faire grandir l'entreprise toute seule. Je voulais qu'elle ait un sens. Alors j'ai passé des petites annonces dans les épiceries, les mairies, les centres sociaux. Je recherchais des femmes invisibles, comme moi, des mères célibataires, des femmes réfugiées, des dames de plus de 50 ans, aux mains habiles mais au CV vide. Nous étions 6 au bout de 3 mois. Je les ai formées. Je leur ai transmis mes gestes. Et nous avons ri, cousu, partagé du café tiède dans des mugs dépareillés. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus seule. Un soir, alors que je reprenais les mesures d'un nouveau modèle de tunique, Jean-Baptiste Roussel est passé à l'atelier. Je vous ai reconnu dans un article du journal local. Ah, la couturière qui rhabille la santé bourguignonne ? C'est vous ? Je vous dois mes compliments et peut-être une proposition. Il m'a proposé un partenariat. Ces magasins distribueraient nos blouses en exclusivité. En échange, ils financeraient l'extension de notre atelier, l'achat de nouvelles machines et un site web. Je lui ai demandé 48 heures. Je l'ai pris au mot. Et j'ai dit oui, mais pas sans revoir mon image. Je suis allée chez la coiffeuse. Une coupe courte, élégante. J'ai acheté 2 tailleurs sobres chez une friperie chic de Dijon. J'ai pris des cours de gestion à distance. J'ai appris à dire non, à marcher droite, à ne plus baisser la tête. Et un matin, dans le miroir poussiéreux de l'atelier, j'ai vu une femme que je ne reconnaissais presque plus, mais elle me plaisait. L'invitation est arrivée par email, quelques semaines avant le mariage. Un simple carton numérique au format PDF envoyé à 18h47 un mercredi soir. Aucune mention de mon nom, juste « Madame Solange Delmas est conviée à la cérémonie religieuse de l'union d'Élise Delmas et d'Antoine Duval le 17 juin à 15h en l'église Saint-Michel de Dijon. » Ni un mot d'excuse, ni un message personnel. Mais c'était déjà plus que ce que j'avais reçu le jour du diplôme. J'ai hésité, longtemps, puis j'ai dit oui, mais à ma manière. Le 17 juin, à 14h30, je suis arrivée devant l'église Saint-Michel au bras de Jean-Baptiste Roussel. Il portait un costume gris clair, sobre et taillé sur mesure. Moi, j'avais choisi une robe longue, bleu nuit, signée par une jeune créatrice lyonnaise que nous soutenions dans notre atelier. Ma coiffure était relevée, mes ongles discrets, et autour de mon cou brillait une broche ancienne,
celle de ma tante, que j'avais restaurée moi-même. Personne ne m'a reconnue à l'entrée. Surtout pas Madame Duval, la belle-mère, perchée sur ses talons crème et engoncée dans un tailleur Chanel qui criait « Je suis née avec ». Elle m'a saluée avec un sourire poli, sans me regarder vraiment. « Bonjour, madame. Vous êtes avec la famille Roussel ?»« On peut dire ça, oui, » ai-je répondu en souriant. Nous avons pris place à gauche de la nef. Les bancs se remplissaient. Un quatuor à cordes jouait Canon de Pachelbel. Tout était blanc, or, ivoire, calculé, parfaitement aseptisé. Puis Élise est entrée. Elle était belle, c'est vrai. Sa robe, fluide, lui allait à merveille. Mais son visage trahissait quelque chose, une tension, un doute. Nos regards se sont croisés un bref instant. Elle a cligné des yeux, mais elle ne m'a pas reconnue, pas tout de suite. Le moment de la sortie approchait. Devant l'église, les invités se regroupaient pour les félicitations et les photos officielles. C'est là que Jean-Baptiste a pris la parole, avec ce calme confiant qui le caractérise. Avant de lever nos coupes, je voudrais présenter quelqu'un de très important à mes yeux. Une femme de courage, d'intelligence et de dignité. Elle est la fondatrice de l'atelier que vous voyez désormais dans tous nos hôpitaux. Elle est aussi la mère de la mariée. Silence. Un long silence. Puis des murmures. Je me suis avancée. Lentement. Antoine m'a regardé comme s'il venait de voir un fantôme. Élise a blêmi. Madame Duval a lâché son verre de champagne qui s'est brisé à ses pieds. « Maman » balbutia Élise. Mais il était trop tard. Je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. Tout était dit dans ma présence, dans ma posture, dans mes choix. Madame Duval s'est approchée, l'air piqué au vif. « Vous êtes la couturière ?»« Non, madame. Je suis entrepreneur et associée principale de monsieur Roussel. » Elle a rougi. Et moi, je suis restée droite, pas par vengeance, mais pour exister. Ce jour-là, pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Je n'avais plus honte de moi. Ce soir-là, je ne suis pas restée pour le dîner. Après la scène, les regards, les silences gênés et les sourires forcés, j'ai remercié Jean-Baptiste et je suis rentrée à Beaune. Je n'attendais plus rien d'Élise. Pas d'excuses, pas de fleurs, et certainement pas de pardon immédiat. Mais le lendemain, à 9h13, j'ai entendu frapper à la porte de l'atelier. C'était elle. Elle portait un jean, un chemisier froissé et des cernes sous les yeux. Plus de robe de mariée, plus de maquillage, plus de contenance. Juste ma fille et une douleur qu'elle ne savait plus cacher. « Maman, je suis désolée. » Elle a posé les yeux au sol, la voix tremblante. « Ce que je t'ai dit pour la remise de diplôme, c'était odieux. Je voulais pas te blesser. J'avais peur du regard des autres. Je voulais que tout soit parfait. »« Parfait pour qui ?» ai-je murmuré. Elle s'est effondrée sur la vieille chaise près de la machine à coudre numéro 2, celle que j'utilisais autrefois seule dans la cuisine. Elle y a passé les mains sur le tissu d'une tunique en cours. « Tu as changé, maman ?»« Non, Élise, j'ai évolué. Il y a une nuance. Nous avons parlé longtemps. Elle m'a avoué qu'Antoine n'était pas toujours tendre, qu'il la poussait à fréquenter un monde où elle se sentait étrangère, qu'elle se sentait coupable depuis des mois, mais qu'elle n'osait plus me regarder en face. Puis elle m'a lâché la bombe, doucement, comme on pose une tasse brûlante sur une table fragile. Je suis enceinte. Le mot m'a coupé le souffle, mais pas le cœur. Un petit être allait venir. Et moi, j'étais toujours là. Et Antoine ? Il ne veut pas d'enfant pour l'instant. Il parle de carrière, d'image, de planning. Et puis, on n'a plus de mutuelle.
Son père a rompu notre contrat à cause de toi. J'ai souri intérieurement, pas par vengeance, mais parce que, parfois, la vie rétablit les équilibres sans qu'on l'aide. Je me suis levée, suis allée à mon bureau, ai ouvert un tiroir et sorti une enveloppe. À l'intérieur, une lettre d'accord de partenariat avec une clinique privée que Jean-Baptiste et moi venions de signer. Je peux t'obtenir un poste d'interne, avec logement de fonction et couverture complète. Élise a ouvert de grands yeux. Tu ferais ça pour moi? Pas pour toi, pour l'enfant et pour les femmes qui passent après nous. Elle m'a regardé longuement, puis j'ai ajouté en posant la main sur la sienne, mais à une condition. Laquelle? Que tu traites chaque patient, chaque collègue, chaque femme de ménage, chaque aide-soignante, avec le même respect que tu accordes à un professeur en costume 3 pièces. Elle a hoché la tête. Une larme a coulé. Mais cette fois, c'était une larme propre, pas une larme de honte, une larme de retour. Quelques mois ont passé. L'atelier ne cesse de grandir. Nous sommes désormais 38 femmes, âgées de 26 à 68 ans, à coudre chaque jour des uniformes, des tuniques, des blouses et même des robes de naissance pour les sages-femmes. Jean-Baptiste est devenu mon fiancé. Il m'a demandé ma main lors d'un pique-nique dans les vignes, un soir d'août, alors que le soleil se couchait sur les coteaux de la côte de Beaune. Je n'ai pas dit oui tout de suite. J'ai dit « Laisse-moi quelques jours. Je ne suis plus pressée de plaire. » Et puis, une semaine plus tard, je lui ai cousu une cravate avec mes initiales brodées. Il a compris. Nous avons emménagé dans une maison lumineuse, à la sortie de la ville. Un petit potager, un atelier au fond du jardin, une cuisine qui sent le romarin, et une grande table en bois massif que j'ai choisie moi-même pour y rassembler ceux que j'aime et aussi ceux qui apprennent à aimer mieux. Un dimanche d'automne, Élise et Antoine sont venus dîner. Elle était très enceinte, radieuse, plus sereine, lui plus réservé, mais humble. Je l'ai observé verser l'eau pour tout le monde, sans que personne ne lui demande. Peut-être qu'il apprend. Peut-être. Le repas fut simple, poulet rôti, légumes du marché, tarte aux mirabelles. Mais tout était à sa place. En fin de soirée, alors que la lumière devenait douce et que le feu crépitait doucement, je suis allée chercher une petite boîte en tissu, nouée d'un ruban. Ce n'est pas un cadeau, c'est une transmission. À l'intérieur, une paire de chaussons en laine écrue, tricotés et brodés à la main. Sur la semelle, 2 lettres cousues au fil doré. S, D, les miennes. Élise a souri en silence, puis elle s'est levée, a fait le tour de la table et m'a serrée dans ses bras. Longtemps, vraiment. En refermant mon carnet ce soir-là, j'ai noté une dernière ligne. Une dignité qu'on ne réclame pas. Une dignité qu'on construit. Pas avec des discours, avec des choix, des gestes, des silences et des coutures invisibles mais solides.